2, France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous dans votre voiture, selon bien sûr. Bienvenue dans votre talk de fin d'après-midi, c'est le grand forum. Et jusqu'à 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner monsieur Jean-Marc Zébélus, expert en immobilier. Salut Jean-Marc. Salut Christophe. Comment ça va? Bonne année, santé, tout ce qu'il y a de meilleur, ainsi qu'à Jamel, que je souhaite une très bonne année à toute la rédaction, à tout le service, aussi à tous les auditeurs et surtout ceux qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Jamel Lamry, comment ça va monsieur Jamel? Comment tu vas Christophe? Impeccable. Moi aussi également, bonne année, bonne santé à mon camarade dont je viens de faire la connaissance et qui m'a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. À toi Christophe. Ouais, bonne année à toi mon cher Jean-Marc Jamel. À l'ensemble des auditeurs, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et que cette année nous surprenne positivement. Oh oui, on espère en tout cas. Jamel Lamry qui est chercheur en islam contemporain à l'université de Strasbourg, également président de la FPI, Académie française de la pensée islamique, absolument. Auteur du livre d'ailleurs qui vient de sortir, oui. Le tome 2. Le tome 2, en vérité, c'est peut-être le premier livre que j'aurais dû écrire. Ouais. Donc Malek Benabi, une vie au service d'une pensée, aux éditions Al-Bourak, dans la collection Je veux connaître. Et c'est un livre que j'ai écrit suite à des séminaires que j'ai donnés. Et il est ouvert finalement à tous, toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Malek Benabi. Voilà, c'est une bonne introduction à la vie, à la pensée de ce grand intellectuel du XXe siècle. Bon, bah Jean-Marc va le lire alors, hein. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, messieurs dames, jusque 18h30, tout à l'heure entre 18h et 18h30, le sport, nous parlerons bien sûr avec un nouvel arrivé pour le PSG, un renfort de taille. Tout à l'heure, un Allemand. De télé, nous parlerons. Et puis en guise de coup de cœur, c'est une petite parodie qui fait le buzz en ce moment, qui a été écrite par un comédien américain. Issam Faget qui en fait pour soutenir les femmes saoudiennes qui, vous le savez, sont empêchées de conduire toujours et encore en 2017 et doivent sortir accompagnées, bien reprend un peu les arguments donc des conservateurs saoudiens. On a fait une parodie histoire de les mettre en ridicule, tout ça sur une reprise de Bob Marley. Écoutez ce que ça donne. No woman no drive. On se l'écoutera tout à l'heure cette petite parodie. Donc Issam Faget, c'est un comédien américain pour soutenir les femmes saoudiennes. Dans l'actualité bien sûr de ce mardi, il y a bien de l'actualité aujourd'hui, notamment nous parlerons de l'Algérie avec cette grogne, cette contestation et cette grève générale qui a tourné en affrontement avec certains manifestants dans la ville de Béjaïa en Kabylie, et visiblement ça s'est étendu jusque dans la banlieue d'Alger. Nous y reviendrons bien sûr. Nous parlerons des dernières nouvelles de la Turquie avec toujours cet homme recherché, traqué par toute la Turquie, par toutes les polices turques, celui qui, vous le savez, a bien la soir du réveillon s'en est pris à une boîte de nuit avec ce bilan lourd de 39 morts. Et puis en France, nous parlerons de la campagne pour la primaire socialiste en France. Donc à moins de 3 semaines du premier tour, Manuel Valls et Vincent Payon présentent leur projet. Actualité politique intense avec François Fillon aussi, lui aussi en campagne dans un centre de solidarité Emmaüs. Le candidat de la droite va se rendre cette semaine au salon des nouvelles technologies de Las Vegas et il sera ce soir dans le journal de 20h de TF1 avant un entretien en Israël avec Netanyahou. Bah oui, ils sont tous obligés de passer par là finalement. Voilà pour le programme. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre et pour décortiquer l'actualité avec nous. Cette actualité, cette émission qui commence évidemment comme d'accoutumé par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Et en Irak, où François Hollande, le président de la République, y était hier, rencontrait les militaires sur place. Il aura indiqué que la victoire était proche, ça allait être encore long, et a parlé d'une reprise de Mossoul avant l'été. Je voulais donc vous féliciter pour l'action que vous avez menée, que vous continuez à poursuivre et à engager, parce que nous n'en avons pas fini. Il y a Mossoul. Il nous a été confirmé que nous pouvions atteindre cet objectif autant qu'il sera possible, au printemps, en tout cas avant l'été. Mais généralement, Général Thompson l'a dit, le printemps c'est avant l'été. Et puis, après, il faudra regarder plus loin que Mossoul. Et c'est tout ce que nous pouvons, là encore, engager pour éradiquer Daesh de Raqqa, en Syrie.
Ce sera long, mais ce sera victorieux. François Hollande qui a été accueilli à Bagdad par de nombreux attentats qui ont fait énormément de victimes hier à Bagdad. C'est la rentrée politique évidemment pour les candidats à la primaire de la gauche qui aura lieu le 22 et 29 janvier prochain. Ainsi, Arnaud Montebourg hier a défendu sa candidature. C'est une candidature qui s'attaque, elle est audacieuse de ce point de vue-là, qui s'attaque au système économique, politique et européen. Elle est donc ambitieuse. Elle ne se contente pas des apparences. Elle veut mesurer à quel point il est possible, par des solutions raisonnables et raisonnées, d'avancer vers la transformation de la société dans laquelle nous sommes. On enchaîne avec Karine Le Marchand qui était l'invitée de Touche pas à mon poste hier sur C8 et elle se plaint que aujourd'hui, en 2017, à chaque phrase, on le sort du contexte. Tout fait polémique, tout fait buzz, c'est ce qu'elle a rappelé hier. Et pour elle, c'est véritablement chiant. Tout fait polémique. Les gens, mais ça devient dingue. C'est dingue. Le monde devient dingue. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Un peu de bienveillance, un peu de bonheur, un peu de gentillesse en 2017. De toute façon, on sera toujours soupçonné d'être mal intentionné, d'avoir un truc derrière. C'est chiant. Non, mais c'est vrai. Et pour finir ce zapping, la polémique qui fait en ce moment rage, c'est le salaire des animateurs. Et au détour d'une discussion autour des programmes du Réveillon sur TF1, Benjamin Castaldi, ancien animateur de la chaîne, révèle qu'il était payé de manière conséquente, en tout cas pour un prime. C'est ce qu'il a réveillé hier dans Touche pas à mon poste pour finir ce zapping. Donc quoi, on va peut-être penser à une reconversion à la télé. Vous pensez 18 000 € pour un prime, est-ce que ça s'approche de la vérité ou pas du tout? À mon époque, c'était pas bien payé, mais C'est plus que ça. Ouais. ah ouais, c'était beaucoup plus que ça. Quoi, c'est vrai? Ah oui. Ah, vraiment? Ah ouais. Oui. Quoi, En sur euros? TF1? En euros? Ah oui, en euros, oui. Ah ouais, il a pas 50 ans, il a pas 50 ans. En euros, non, il était payé en sesterces. Non, c'était... Quoi? Benjamin, dites-nous la vérité, je veux vraiment de l'info ce soir. C'était de la facture, mais pour les top animateurs de TF1, on était de 30-35. 30-35 000 En € facture. En facture, hein. Ça fait 20. Que de 18. C'est énorme. Ah ouais. Énorme. C'était ça à l'époque. À l'époque, oui. Voilà, là, ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, sur cette émission-là, c'est très possible que soit son... Oui, moi, je pense que c'est une facture. Voilà. 30-35 000 € le prime sur TF1. Bah écoutez, on va peut-être penser à faire autre chose que de la radio, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, non? On va peut-être penser à faire de la télé, en particulier sur TF1, Jean-Marc. Écoute, si toutefois il touchait cette somme, c'est que forcément ça générait un montant assez conséquent. Maintenant, ce qui est désobligeant, c'est que souvent ces gens vous disent à la télé qu'il est indécent, il s'attaque aux footballeurs, il s'attaque aux stars, mais ils ne parlent jamais d'eux, de ce qu'ils gagnent concrètement. Donc c'est pour ça que quand les salaires sont révélés, comme ce fut le cas dans la presse hier, ça a tendance un petit peu à les agacer de voir effectivement qu'ils gagnent des sommes absolument affolantes. Quand on voit que par exemple les chroniqueurs de Ruquier touchent des sommes absolument hallucinantes par numéro d'émission, Stéphane Guillon qui fait une chronique dans l'émission de Ardisson touche 10 000 € par chronique. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Hein, le Grand Forum, on est bien loin de ces sommes-là, je peux vous le dire. c'est hallucinant, mais de toute façon, s'ils touchent ces sommes, c'est que forcément la direction, leurs employeurs est d'accord pour le faire. Donc, à qui la faute? Indécence ou décence? Ça, c'est une big question, une grosse question. Oui. Jamel, ça t'interpelle, toi, les salaires conséquents de ces stars d'aujourd'hui? Si on se place, tout dépend d'où on se place. Si on est un animateur soi-même, bien évidemment, la personne qui fait le plus d'audimat va vouloir être payée davantage. Ouais. Maintenant, si on se met à la place de nombreuses personnes en France qui touchent le SMIC, effectivement, c'est des sommes qui paraissent indécentes. Là où au moment où on demande à tous les Français de se serrer la ceinture. Ouais, c'est ça. C'est très ennuyeux. Allez, dans un instant, vos appels au 01 40 33 9000. On va bien sûr parler de l'actualité qui est ma foi encore assez chargée pour ce début d'année. Bien que l'on espère un peu plus de calme, mais ça a l'air mal barré pour l'instant. On va parler notamment de la Turquie puis de la Syrie. Vous savez vous avez suivi ces rebelles là qui ont décidé de ne pas se rendre au Kazakhstan pour parler de paix, accusant le régime d'avoir fait entorse à la trêve. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc on en reparle avec vous bien sûr au 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. C'est le Grand Forum, c'est France Maghreb 2 avec Jamel Lamri et Jean-Marc Zébellus qui sont avec nous aujourd'hui.
Voilà ce clip donc qui fait scandale en Arabie Saoudite. On y voit en effet donc des femmes en niqab en train de jouer au basket ou faire du skate. Et évidemment ça fait scandale là-bas. On sait que d'ailleurs des femmes ont été interpellées. Pour quelques-unes d'entre elles ont fait un petit séjour en prison pour avoir eu le seul tort de braver l'interdiction, c'est-à-dire de s'afficher sur les réseaux sociaux en train de conduire dans ce pays. C'est absolument dramatique quand même, les conditions des femmes qui sont des mineurs à vie dans ce pays. Un petit mot là-dessus, ça fait scandale. Est-ce que vous comprenez le fait que les femmes comme ça puissent braver les interdits et dénoncer un petit peu leur sort? Parce que on a du mal à imaginer nous ici en France, dans un pays dans lequel nous vivons tous ici, les femmes qui conduisent, qui font un petit peu, qui travaillent, qui font leur vie en fait, que à quelques milliers de kilomètres en Arabie Saoudite, eh bien on empêche comme ça les femmes de faire leur vie, de conduire, de travailler. Tu veux Jamel? Que dire? C'est surtout le fait que ce soit encore un débat en 2016 qui est un petit peu surprenant. Je pense qu'il faut effectivement les plus que les soutenir, mais en même temps, voilà. C'est pas parce que dans leur société elles sont minorées que nous, de là où on parle, en France et à Paris, on doit les minorer. Je pense que il doit y avoir un soutien de principe, une vraie solidarité, et en même temps de les écouter vraiment, pas uniquement les voir forcément dans une opposition. Je pense qu'il y a un vrai message derrière le buzz, et je pense que c'est le message qui est beaucoup plus intéressant que le buzz. Le buzz n'est qu'une manière finalement d'alerter l'opinion. Aujourd'hui on en parle et c'est très bien. Maintenant il faut qu'on aille nous aussi beaucoup plus loin que l'opposition de principe, et qui ne nous engage pas énormément. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et les soutenir dans ce qu'elles disent, et les respecter en tant qu'individus sans chercher nous-mêmes de là où on est à les minorer. Jean-Marc? Je dirais que c'est faire envoyer ce type de message est porteur, et on doit entendre ce message, on doit comprendre. La femme, elle est l'égale de l'homme, c'est pas un animal, elle doit avoir tous les droits d'un citoyen normal lambda, et que faut savoir une chose, c'est que dans ces pays sont soutenus par les Occidentaux, par les grandes puissances mondiales, et là, ça cause aucun problème. Je pense qu'il faut, comme il disait Jamel, il faut les soutenir, il faut essayer d'œuvrer d'une manière ou d'une autre, il faut relayer ce message. Il n'est pas question que dans l'ère que nous vivons, à l'époque où nous vivons, que ce type de choses existe déjà, parce que là, on parle que de conduite. Mais en fait, c'est pas que la conduite, c'est tout un système où ces femmes sont réduites vraiment à un principe d'infériorité. Donc ça, c'est pas normal. Alors, il faut faire la distinction, parce qu'elle est importante, la nuance entre effectivement vivre dans une société de conservateurs. À la limite, on peut le comprendre. À la limite, les femmes et les hommes peuvent avoir des activités bien distinctes, et par souci, j'avais dit de pudeur, etc., que les femmes puissent aller entre elles, en tout cas faire des choses, les hommes également. Mais ce qui est à dénoncer quand même, c'est que les femmes, lorsqu'elles se promènent seules dans les rues de Jeddah ou ailleurs, se font insulter comme si c'était vraiment exceptionnel qu'une femme puisse se promener dans la rue ou puisse simplement conduire une voiture. C'est ça qui est dérangeant et qui interpelle. Et en plus de cela, Christophe, je pense aujourd'hui qu'il y a un vrai débat aussi à mener avec cette vision de l'islam. Oui, aussi. Elle est problématique. Elle est problématique dans le sens où c'est à la fois une vision rétrograde de ce que c'est que l'islam, figée, aliénante, et en même temps, effectivement, comme le rappelait mon camarade, quand il rencontre nos décideurs politiques n'en parlent pas, parce qu'il y a des contrats très juteux à la clé. Et puis également, il faut quelque part lutter, parce que c'est cette manière même de voir l'islam, cette vision de l'islam, aujourd'hui, elle est financée, sponsorisée, elle trouve des relais en France de gens qui, à un moment donné, cette vision de l'islam, essayent à un moment donné de l'inoculer au sein de la communauté musulmane de France. Et ça, il faut également qu'on soit vigilant. C'est pas qu'un problème en Arabie Saoudite, c'est aussi un problème en France, parce qu'il y a des instituts, il y a des mosquées, il y a des prêcheurs qui sont financés par ces gens qui ont une vision rétrograde de l'islam. Est-ce qu'il faut, Jean-Marc, Jamel, absolument s'éloigner du wahhabisme? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème dans la société française dans laquelle nous vivons, où il est relayé le message suivant. Aujourd'hui, encore récemment, j'ai entendu sur une radio de grande écoute, une certaine personne, d'une certaine renommée, dire que l'islam est incompatible avec la laïcité.
Ça veut dire quoi? C'est on prend ce type de message et on en fait une généralité. Donc le wahhabisme, il faut s'en détacher, il faut s'en éloigner, il faut vivre avec notre époque. Et la foi relève de la sphère privée et on ne peut pas obliger les gens à être dans un moule, à être dans un fonctionnement. C'est aux chercheurs en islam contemporain que je m'adresse, Jamel. Oui. Le statut de la femme en islam est vraiment plus que parfait. Plus que parfait, en tout cas de tout temps dans les textes il y a, à mon sens en tout cas, et je parlerai en mon nom, au contraire une valorisation de la femme. Maintenant, cette minoration, minorer la femme a toujours existé dans certains courants de pensée de l'islam. La seule chose aujourd'hui, moi, qui m'interpelle, c'est quand ces courants qui ne sont pas majoritaires revendiquent être majoritaires et au nom de leur conception de l'islam, jettent l'anathème sur l'écrasante majorité des musulmans qui n'ont aucun problème avec la jante féminine. Oui. Et ça c'est un vrai problème. Qu'ils soient ce qu'ils sont. À la limite, j'ai même envie de dire s'ils venaient pas faire leur propagande mondialement, qu'ils soient à la limite ce qu'ils ont envie d'être. Mais de là à emprisonner les multiples sens et surtout le sens émancipateur du Coran au nom d'une vision rétrograde de l'islam, c'est là où ça devient dangereux et c'est là où il faut faire front avec toutes les autres sensibilités de l'islam et ne pas laisser cette petite secte ou ce petit groupe faire une OPA sur les interprétations de l'islam. Alors c'est vrai que ça me rappelle une petite anecdote, vous savez, quand j'ai commencé à découvrir cette belle religion, l'islam, et puis ces gens qui la pratiquent, et j'avais été interpellé par un artiste dont je ne tairai le nom aujourd'hui, qui voulait pas se retrouver seul dans une pièce avec une femme. Alors je me suis intéressé, moi j'ai posé beaucoup de questions, mais pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Dit parce que quand on est seul avec une femme, on peut être tenté. J'ai dit, ah bon, comment on peut être tenté parce qu'on est avec une femme dans une pièce? C'est-à-dire, quand tu prends le métro, t'as des femmes, t'as des hommes, oui, mais justement, même dans le métro, il faut essayer de s'éloigner le plus possible d'une femme parce qu'un homme peut avoir cette tentation. Donc, on a, en fait, c'est cette vision de l'homme bestial qui apparaît dans ce genre de revendication. Tout à fait. De pratique, en tout cas. Tout à fait. Mais ça existe. Réduire à l'être humain sa plus grande bassesse. Je veux dire que cette personne et sa conception, je veux bien, mais le problème, c'est que ce type de comportement minoritaire est vu comme une généralité et est vu comme étant ce qu'est l'islam. Ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est un océan avec des millions de gouttes d'eau. Donc, l'islam, ce n'est pas du tout une religion rigoriste qui dit qu'une femme doit être diminuée, réduire à un instinct animal, à dire qu'une femme c'est tout, c'est n'importe quoi. Une femme va dire oui à tout. Non, je suis désolé. Une femme, c'est un être humain qui mérite son respect autant qu'un homme le mérite aussi. J'avais un petit truc à rajouter là-dessus. Il faut peut-être juste rappeler à nos auditeurs qu'il y a eu de très grandes femmes. La première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, qui était une grande commerçante. Rappeler également Aïcha également, qui était une grande savante et qui a enseigné longtemps après la mort du prophète de l'islam. Rappeler également une grande sainte et qui a inspiré également en terre chrétienne, Rabi'a al-Adawiya, la grande sainte, une femme qui à un moment donné s'est consacrée pleinement à Dieu et à élaborer un langage de l'amour à partir de l'islam, ce qui est extraordinaire. Rabi'a, et je pense que nos auditeurs connaissent, et en tout cas ceux qui ne connaissent pas, d'aller faire des recherches. Et il y a eu encore d'autres femmes extrêmement puissantes. Quand on voit également que durant l'Empire ottoman, la place des femmes, même chez quelqu'un comme Suleiman le Magnifique, elles avaient un poids, un pouvoir énorme. Et ça a toujours existé en fait. Donc voilà, il faut rappeler ce genre d'exemple pour justement contrecarrer ce discours qui cherche à minorer la femme et à essayer de cadrer les rapports homme-femme sur la base de la suspicion. Si l'homme rencontre une femme, c'est forcément qu'il y a quelque chose de mauvais. Et ça, moi, je m'inscris en faux total sur cette manière de voir l'homme. Dieu a honoré l'homme. Il y a certes, effectivement, des tentations, mais c'est tout à son honneur, effectivement, d'avoir une attitude civilisée, à la hauteur, et de faire son propre jihad al-nafs, son propre cheminement à lui-même face à une situation qui pourrait... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle trouble davantage certains juristes que le musulman lambda. Allez, on va parler un peu du chômage avec Kamel qui nous a appelé au 01 40 33 9000. Salut Kamel.
Oui, salut monsieur Christophe, salut monsieur Jean-Marc Zébélus et salut. monsieur, bien sûr, monsieur Jamel. Moi, je voudrais parler un peu du chômage parce que hier j'ai vu un reportage sur France 2 où vraiment où la Cour des comptes, elle était comment on peut vraiment combattre le chômage en finançant ces chômeurs, c'est-à-dire en offrant une prime de 470 €. Vraiment, pour moi, c'est pas, je sais pas, c'est pas quand quelqu'un cherche du travail, l'État n'a pas le droit de mettre de l'argent pour encourager le patron à embaucher un chômeur. Moi, vraiment, on a vu juste après un reportage en Angleterre, où vraiment les chômeurs sont vraiment très surveillés, où vraiment pour avoir les allocations chômage, il faut vraiment faire de la recherche. Vous faites pas semblant de rechercher de travail, vous recherchez pas. Vraiment, c'est une différence. Et quand j'ai vu la proposition de monsieur qui disait que s'il serait président, s'il serait élu, je vais augmenter le RSA à 800 €. Vraiment, c'est de la folie. Qui a dit ça? Monsieur Valls. Monsieur Valls, oui, ouais. il a dit. Très bien. Merci Kamel. Oui, merci. Ouais, après c'est vrai que tout est relatif, mais est-ce que si je dois avoir une réaction, ouais, bien sûr. Moi, ce qui me dérange dans tous les propos, tout ce qu'on entend, c'est toujours que les chômeurs, c'est des gens de mauvaise volonté, c'est des pestiférés, qui est des gens qui font pas preuve de bonne volonté, c'est une infime minorité. Je crois pas que des gens se complaignent, la majorité des gens se complaignent de vivre du RSA. Bien sûr. Je ne crois pas que la majorité des gens ne cherchent pas de chômage. Quand on parle de la société anglaise, c'est une société ultra libérale. Donc, quand on parle que c'est recadré, je pense que chaque situation doit s'adapter par rapport aux mœurs, aux us et aux coutumes de chaque société, et que je trouve pas très sympa de toujours pointer les chômeurs, de toujours dire oui, mais si on donne, ça va encourager à ne pas travailler. L'homme trouve sa rédemption par le travail. L'homme a besoin de reconnaissance, et c'est par le travail à ce jour. Jamel, sur le chômage, est-ce qu'on en donne trop aux chômeurs en France? Alors, je sais pas si on en donne trop. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est c'est peut-être aussi une manière, en fait, en pointant du doigt sur certains chômeurs, c'est aussi une manière de faire oublier un débat crucial, même pour le vivre ensemble. Ce sont le débat sur les discriminations. Aujourd'hui, vous avez des talents qui, à un moment donné, ne trouvent pas, ou sont obligés de travailler dans des activités en deçà des diplômes qu'ils ont obtenus. Et ça, c'est la vraie question. Et on se rend compte en vérité que le CV anonyme n'a pas été un franc succès. N'a pas été un franc succès. Et puis, en vérité, c'est je pense, c'est même le cœur du problème, c'est poser la question des discriminations. Parce que quand on pose la question des discriminations, on pose la question d'une valeur de la République, c'est la valeur de l'égalité. Et le projet républicain, si à un moment donné il est amputé dans l'une de ces valeurs, ça pose problème. Et moi j'aimerais qu'il y ait des études qui à un moment donné comparent effectivement, les détournements de celui qui aurait un RSA ou celui qui serait au chômage face à tous ceux qui à un moment donné prennent leur argent et le mettent dans des paradis fiscaux. On a eu beaucoup d'artistes qui sont là et qui peuvent mettre leur argent, des grands entrepreneurs, leur argent en Suisse et en Belgique sans que cela choque plus que cela, et on va à un moment donné pointer du doigt certains chômeurs. Donc un peu de décence et vraiment poser la vraie question des discriminations. Bon, voilà Kamel, renvoyé dans les cordes. Donc un autre Kamel qui est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir bien évidemment à l'ensemble des auditeurs auditrices qui nous écoutent, et je cite les auditrices parce que moi je suis sensible à un de ces sujets. Je voudrais souhaiter une très bonne année et donner mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Ceci étant, je crois qu'il faut passer par ces fondamentaux nécessaires, c'est-à-dire la base de notre société. On voit bien qu'au travers de tous les sujets que vous abordez, il y a des déséquilibres, il y a des choses qui ne vont pas, etc. À commencer par ce respect que nous avons à avoir à l'égard des femmes. Les femmes sont égales à l'homme. Et je crois, pour l'avoir déjà dit sur l'antenne, que c'est une forme de lâcheté. Ce sont des lâches qui peuvent aujourd'hui lever la main sur une femme, la discriminer, l'insulter, etc. C'est un comportement, d'ailleurs, et je l'avais dit sur cette antenne, j'avais dit qu'il ne mérite même pas d'être nommé en tant qu'homme. Ce terme est trop fort pour eux. Alors je tiens à préciser, Kamel, pardon de te couper, mais je tiens à préciser que ce genre d'individu n'a pas de nationalité ni de confession. Hein. Non, j'entends bien sûr, absolument, absolument. Il est absolument international. Chez les Mormons, chez tout le monde. Ouais.
Non, mais pour aller assez vite, et je crois qu'il faut regarder au sein même de notre communauté. Je suis sur Radio France Maghreb 2, je m'adresse à une grande majorité de gens qui appartiennent à une culture, etc. Et je crois que il faut élever cette culture, il faut la partager, il faut être à la fois fils émigré, enfant d'immigrés, musulman ou pas, peu importe. Mais nous devons marquer haut et fort cette identité, c'est-à-dire qu'effectivement, il existe encore des pratiques ici et là qui n'ont plus lieu et que nous devons combattre. Nous devons les combattre fortement. Et je crois que ça passe nécessairement aussi à envoyer des signaux très clairs au reste de la société, à nos gouvernements. Et je crois que nos gouvernants doivent aussi réécrire cette page importante de l'histoire de France. Et c'est par rapport à cette histoire non dite, non assumée, qu'il existe des déséquilibres à tous les niveaux de la société. Et je crois que les citoyens que nous sommes, dans les prochaines élections, les prochains appels, eh bien, il faudra faire entendre cette voix de cette société civile qui très souvent n'a pas la parole, au même titre que les émigrés, les Français de confession, etc., à qui on ne donne pas la parole. Il faut se réapproprier cette parole, mais déjà faire le ménage à la maison, à l'intérieur de la maison, et c'est pour ça que je voulais rendre un grand hommage à ces femmes, à celles qui se battent, qui sont de véritables guerrières, qui sont des mamans, qui nous élèvent, etc. Je rends le plus grand des hommages à ces femmes, et je leur remercie d'être toujours aussi vaillantes, toujours aussi présentes, et tu pourras reconnaître, mon cher Christophe, qu'elles interviennent très très souvent à l'antenne de la radio pour dire qu'effectivement, eh bien, ces inégalités, il faut les combattre, mais il faut les combattre ensemble, alors qu'aujourd'hui dans la société, on veut monter les hommes contre les femmes contre les hommes avec ce féminisme à outrance. Je ne suis pas contre les revendications parce qu'elles existent et il y en a, hein, notamment au travers du harcèlement, des choses comme ça, mais il faut veiller à ce que justement ça ne tombe pas dans un excès de l'autre côté, c'est-à-dire voilà. Et moi j'ai rencontré des femmes qui me l'ont dit. Ils me l'ont dit, oui, il faut se mobiliser, il faut pas qu'on soit dans l'excessif. Merci Kamel pour ce cri du cœur. Mais je me rappelle juste à tête positive, vous savez, ces débats sur le voile et le niqab. Et à l'époque, c'était beaucoup d'hommes qui intervenaient sur des sujets finalement qui concernent les femmes. Et on a cette fâcheuse manie, peut-être nous les hommes, de vouloir parler à la place des femmes. Oui, c'est une vérité. Et en même temps, pour avoir fait l'expérience également, il y a certaines femmes que l'on essaye d'inviter, de mettre en avant. Et il y a une espèce de pudeur en fait également à prendre la parole. Donc moi je me joins à l'hommage de notre ami à l'antenne, Kamel. Un très bel hommage. Je souscris pleinement. Je pense effectivement qu'il faut se mobiliser, être capable à un moment donné de faire le ménage également chez nous quand on parle d'une communauté spécifique, mais également de ne pas voir uniquement cela à travers ou à partir du point de vue de la communauté musulmane. Nous faisons partie de la communauté nationale. Oui, et quand il y a une différence de salaire à compétences égales et à responsabilité égale entre un homme et une femme, ça nous touche, peu importe la religion ou la culture de la femme en question. Et également parce que très souvent on parle des violences des minorités, des faibles. Et effectivement, il faut pas transiger. C'est pas parce qu'on est une minorité qu'il faut se taire. Par contre, j'aimerais également qu'on alerte également toutes celles qui à un moment donné sont obligées de passer par des pratiques douteuses pour réussir. Et moi je vois à un moment donné, parce que bon ça me touche effectivement au plus près, quand je vois certaines filles de la communauté musulmane qui à un moment donné arrivent dans certaines sphères, et ben je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux pour elles, parce qu'elles doivent faire également leurs preuves en tant que femmes, en tant que musulmanes, en tant que franco-maghrébines. Et il faudrait parler également de toutes ces violences, pas uniquement que corporelles, il faut les dénoncer, mais aussi toutes ces violences symboliques à l'égard de la femme où on infériorise
de manière subtile. Alors effectivement, c'est pas le langage, c'est pas une claque, mais symboliquement, ça, quand on a les mêmes responsabilités, voire davantage, et que dans la fiche de paye à la fin du mois, on a un salaire inférieur à son collègue masculin, ça pose des vrais problèmes. Et ça, je pense que tous les citoyens français de confession musulmane doivent parler de toutes les violences des femmes. Les Françaises de confession musulmane ne doivent pas uniquement parler des violences et des discriminations à l'égard des musulmanes, mais de toutes les femmes. Parlons à la société. Et dans la société, il y a des problématiques qui touchent sa composante musulmane. Petite devinette, est-ce que vous savez le pays dans le monde, j'allais dire le pays qui a sa place aussi en Europe, qui respecte le plus l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, voire même davantage pour les femmes? Ce serait peut-être un pays nordique, non? Non, c'est un pays la Turquie, exactement. La Turquie, effectivement, qui est le meilleur élève de l'Europe, du continent européen, bien qu'il n'en soit pas, mais bon, il fait partie quand même bel et bien de ce continent européen, en tout cas pour une partie du pays. Christophe, une petite note historique. Ouais. Il faut rappeler également que la grande scientifique Marie Curie n'avait pas le droit de voter dans les années 30 en France, là où la femme paysanne en Turquie avait le droit de voter. Voilà, comme quoi, hein. Voilà, ça nous laisse sans voix tout ça. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous rejoindre dans un instant. Les avis tranchés. Tiens, j'ai oublié de vous demander de quoi allons-nous parler. Monsieur Jean-Marc. Alors je vais parler un petit peu de cette grâce présidentielle qui a fait débat. Ah, Jacqueline Sauvage. Non, pas spécialement elle, mais le principe de la grâce présidentielle un petit peu. Tu la remets en cause? Se demander, oui, est-ce que c'est vraiment démocratique? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une immixtion entre je les sens qu'il va pas se perdre des amis, l'ami Jean-Marc. Non, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Ah c'est l'essentiel. Et Jamel, de quoi nous parler avec toi? Alors moi j'ai un avis tranché, c'est écrire le double roman national et spirituel. Ah oui. Très bien. À suivre donc dans un instant, juste après la pub, sur France Maghreb 2, le Grand Forum, c'est là que ça se passe. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum LGF avec aujourd'hui Jean-Marc Zébellus, expert en immobilier, Jamel Lamri, qui est donc chercheur en islam contemporain à l'Université de Strasbourg, président de la FPI, Académie française de la pensée islamique, pour nous accompagner aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. Vos appels évidemment au 01 40 33 9000, on passe tout de suite aux avis tranchés. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je pense qu'on va commencer par l'ami Jamel qui va nous proposer donc son avis tranché aujourd'hui. En fait c'est... Bon, je vais commencer parce que Jamel veut me faire honneur de commencer, c'est tout en son honneur. Ah, très bien. Donc Jean-Marc Zébellus, donc, pour nous parler de la grâce présidentielle. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de cette grâce présidentielle, sachant que la grâce présidentielle, c'est le pouvoir de suspendre ou de modérer les peines associées à une décision de justice, en dernier ressort. Voilà. Alors, faut dire que c'est un héritage de l'ancien régime, c'est un pouvoir qui était accordé au roi, donc c'est un pouvoir régalien. Donc, ce pouvoir appartient exclusivement au président de la République. Le fondement juridique de cette grâce, c'est l'article 17 de la Constitution. Donc, dans les années 90, les présidents ont eu coutume d'accorder des grâces collectives. Ce qu'il faut distinguer de l'amnistie qui est générale et qui sera faite qui sera votée par le Parlement. Donc, mon propos aujourd'hui de dire, est-ce que cette grâce présidentielle ne consiste pas justement à remettre en question la séparation des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir présidentiel, le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, quand on a une décision qui est rendue par des tribunaux, qu'on a usé des voies de recours, est-ce que cela est opportun? Est-ce qu'il est démocratique qu'un président décide en fait de gracier cette personne? Quoique cette grâce n'enlève pas la condamnation, mais en tout cas partiellement peut enlever la peine que cette personne doit subir. Donc dans cette question qui se pose, on se dit, est-ce que la grâce présidentielle, qui n'est pas une exception française, qui se pratique dans d'autres pays, est-ce que cette grâce présidentielle, au jour d'aujourd'hui, s'applique seulement aux dossiers, aux affaires qui sont rendues célèbres, aux affaires qui ont été reprises en question, en considération par les mass médias? Donc là, aujourd'hui, on a une situation très délicate par rapport aux derniers événements de Madame Sauvage qui a eu la grâce présidentielle.
Aujourd'hui, la magistrature remet en question ce pouvoir en disant que quelque part, on les a déconsidérés, sachant que le président de la République les avait dit que les juges c'était des lâches, et sachant que toute décision est rendue par un jury de citoyens, un jury populaire. Donc, il faut se dire, est-ce que cette émission, cette grâce, aujourd'hui, ne doit pas être remise en question, en tout cas, par sa forme, voire par le fond? Jamel, la question est posée. Jean-Marc remet en cause un petit peu la manière dont ça a été fait. Ne remet pas en cause ce que Jacqueline Sauvage, pour nous parler d'elle, parce qu'on a beaucoup parlé l'année dernière, en fin d'année, ce qu'elle a vécu, évidemment. Non, pas du tout. Voilà, alors là, c'est non, condamnable. Oui. Là, il y a. Mais c'est l'utilisation, en fait, de cet acte qui est la grâce présidentielle que Jean-Marc remet en cause. Voilà, pas du tout. Cette dame, elle a subi ce qu'elle a subi, ce qui est dramatique et catastrophique. Elle a eu la grâce du président, tant mieux pour elle. Aujourd'hui, je m'attaque pas du tout à cette dame. Je parle du principe qui consiste à remettre en question une décision rendue par le pouvoir judiciaire. Est-ce que tu partages l'avis de Jean-Marc, Jamel? Oui, je partage l'avis de mon camarade. Il y a juste une question, enfin, les questions que ça pose. Effectivement, tout à l'heure, on parle que on condamne tous et sans ambiguïté, avec vraiment force, toutes les violences qui touchent les femmes, les hommes, les enfants, les anciens. Tout, vraiment, mais sans aucune ambiguïté, et avec force. Mais ça pose la question de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Et je pense que une affaire aussi tragique, dramatique que celle-ci, et qui vraiment nous a tous bouleversés, je pense qu'il est dangereux, et de la part du président de la République, de remettre en cause un des fondements de l'état de droit. Vous savez, une démocratie, il faut faire très attention, parce qu'on pense que c'est de l'ordre de l'acquis. Or, la démocratie, c'est un projet inachevé. Il faut toujours veiller à faire attention et de ne pas se laisser aller à nos émotions, quand bien même nous sommes touchés et meurtris par ce qui lui arrive. Mais imaginez dans un autre cadre, ça peut ouvrir la porte à des choses extrêmement dangereuses. Demain, il suffit que le peuple exige d'avoir la tête de telle et telle personne. Qu'est-ce que l'on fait? On revient sur la loi Badinter et on remet au goût du jour l'exécution, la condamnation à mort de la part d'un citoyen. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention, parce que si on cède aux émotions, la raison part, et quand la raison part, effectivement, ça peut justifier d'autres types de lynchage, et quand on passe au-dessus de la justice, ça en devient dangereux. Donc les institutions sont valables en temps de paix. Faisons attention à ne pas créer des précédents dans lesquels vont pouvoir s'engouffrer d'autres personnes mal intentionnées. Il semblerait que l'opinion générale ait donné raison au président de la République pour cette affaire. Pour terminer, je suis tout à fait d'accord. Moi, je remets pas en question cette grâce vis-à-vis de cette personne. La seule chose que je me dis, combien de gens mériteraient aussi une grâce qui sont en prison actuellement? Il y en a combien? Combien qui mériteraient aussi une grâce? C'est ça la question. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses affaires dans le passé, peut-être même aujourd'hui d'ailleurs, de pères, en l'occurrence, qui ont été accusés d'attouchement par des enfants, et puis en fait les enfants sont revenus un peu sur leurs propos, et voilà, c'est très délicat, difficile. On a passé des années de prison tout en sachant qu'on est innocent. En même temps, il est aussi c'est difficile de détecter la vérité quand un enfant affirme que telle ou telle personne, par exemple, a abusé de lui par telle personne. Donc aujourd'hui, on se réfère à un propos d'un enfant, et c'est vrai que je me souviens qu'il y a eu beaucoup d'affaires dans ce sens dans le passé, qui avait conduit des gens innocents en prison. Tout à fait. J'en ai connu des histoires vraiment très dramatiques où ces enfants ont été soumis à une alliation parentale. Quand il y a des problèmes dans les couples, c'est le meilleur moyen d'accuser ou de discréditer son conjoint. Donc il y a aussi cette affaire. Il y a aussi, on a vu aussi l'affaire Omar Haddad qui était pas pareil, qui était un dossier où il n'y avait pas grand chance de le dossier, où il y avait juste une écriture symbolique: Omar m'a tué, avec du sang, cette pauvre femme qui fut assassinée. Cet homme avait été accusé et ce dossier était vide, a eu une grâce présidentielle. Je dirais là encore tant mieux, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, comme disait Jamel très justement,
la remise en question de l'institution. Et puis là aussi, je dois dire, est-ce qu'il n'y a pas une émission du 4e pouvoir fictif qui est le pouvoir de la presse? C'est-à-dire qu'il suffit qu'une affaire soit prise en considération par les mass médias, soit mis en avant, et que ce n'est que là qu'on sera entendu. La pression médiatique. Tout à fait. Ouais. Jamal, Non, il faut vraiment faire attention à ces choses-là, parce que là, si vous lui donnez la grâce, très bien, mais allons jusqu'au bout de la logique, jusqu'où ça s'arrête. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui méritent également la grâce présidentielle? Tout à fait. Quand on ouvre la boîte de Pandore, ça en devient dangereux, et surtout si ça a été fait pour des considérations politiques, pour rehausser un taux de popularité. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Il faut, voilà, quand on est président de la République, avoir de la hauteur, penser sur du long terme, et vraiment être un vrai garant des institutions de l'état et de l'état de droit. Et de l'état de droit. Alors mon cher Jamel, tu es prêt? Oui, alors voilà, l'intitulé c'est écrire le double roman national et spirituel. C'est un texte que j'ai écrit 1 an après les attentats dramatiques survenus notamment à Charlie, et malheureusement à Charlie Hebdo et l'hypercacher. Très bien. Donc les attentats de 2015 ont bouleversé l'ensemble de la société française, en particulier sa jeunesse. Des jeunes femmes et jeunes hommes choqués ont dû faire la douloureuse expérience des attentats sur le sol français. Les terroristes étaient quant à eux de jeunes en situation de précarité affective et sociale, acquis à la cause d'une idéologie terroriste se revendiquant de l'islam. Avons-nous imaginé un instant la douleur des jeunes musulmans se sentant quasi obligés de justifier ou de se désolidariser d'une action qu'ils n'ont jamais commise ni cautionnée? Avons-nous réellement saisi la vulnérabilité de nos jeunes en difficulté qui sont exposés aux discours intégristes, communautaristes voire terroristes? Il est urgent de prendre en compte les besoins et les attentes de la jeunesse musulmane de France, que ce soit par les autorités de notre pays ou par les institutions musulmanes de France. Les questions géopolitiques, politiques, économiques, théologiques et sociales sont aujourd'hui imbriquées plus que jamais. Dorénavant avec le net, un jeune Français musulman marginalisé socialement peut être une proie pour une entreprise terroriste hors de nos frontières. Prendre en compte les besoins des jeunes musulmans de France, c'est d'abord rappeler que leurs besoins sont similaires à ceux de la jeunesse française dans son ensemble. Les mêmes besoins affectifs et sociaux, la même soif de liberté et d'espace d'expérience, la même envie d'édifier leur personnalité. Ils veulent être heureux et épanouis, ici et maintenant, sans trop se projeter dans un avenir incertain. Pour autant, il y a lieu de mentionner quelques attentes spécifiques des jeunes musulmans de France. Au regard de l'histoire de la colonisation et de celle de l'immigration, ils désirent se sentir à la fois pleinement citoyens français et croyants musulmans. Dès lors, de véritables programmes d'éducation civique et spirituelle doivent être envisagés de manière complémentaire. Ils devront prendre en compte avec beaucoup de pédagogie leur précarité affective, leurs difficultés sociales, leur crise d'identité due à leur richesse identitaire, associée à leur bien maigre capital culturel et à leur grande envie de spiritualité. Malheureusement, des obstacles dangereux pour la formation du futur citoyen et croyant autonome se dressent. Les discours des idéologies wahhabites et salafistes poussent une partie de cette jeunesse à se refermer sur elle-même, à s'auto-exclure de la société. Cette propagande se nourrit à la fois de tous les discours populistes, ainsi que de tous les actes racistes et islamophobes. Les multiples discriminations à l'école, à l'emploi et aux loisirs n'aident pas à la construction d'une identité apaisée. Certains, pourtant nés en France, ne se sentent pas français, et au nom de leur idéologie salafiste, vont excommunier les musulmans ordinaires pas assez purs. Se sentant extraordinaires dans un contexte d'humiliation sociale, ils seront aussi tentés parfois de faire converger leur humiliation avec celle des autres musulmans humiliés par les guerres impérialistes menées par les pays occidentaux. Les responsabilités sont donc multiples et partagées. La France doit mener des politiques publiques sur l'éducation qui dépassent les traditionnels clivages politiques avec une vision sur les 20 prochaines années. Quant à la communauté musulmane, elle doit élaborer également une politique éducative globale, religieuse et citoyenne, avec des programmes éducatifs efficaces et des indicateurs clairement définis pour mesurer l'impact des actions menées au sein des mosquées, dans les institutions religieuses et culturelles. Toute politique éducative doit mener vers la fraternisation, afin de protéger la société française dans son entièreté et dans sa diversité. Nous devons faire confiance à l'esprit créatif des jeunes musulmans de France, leur donner l'espace d'imaginer une société française plus unie et consciente de son destin commun, contribuer au bonheur de leur société française dont doit être une finalité de leur religion. La citoyenneté devient ainsi le prolongement de leur témoignage spirituel.
En conclusion, aidons la jeunesse musulmane de France à écrire le double roman. Le roman national de leur pays, la France, et le roman spirituel de leur communauté musulmane. La jeunesse nous aidera à son tour, avec sa nature primordiale spontanée, à vivre ce double roman avec nos concitoyens et parmi eux, nos coreligionnaires. Jamel El Amri, donc texte écrit peu après les attentats de Charlie Hebdo. Disponible sur Safir News. Sur le site Safir News. Publié sur Safir News d'ailleurs. Jean-Marc. Quoi dire de plus? Je suis tout à fait oui, j'adhère totalement à ce type de discours qui est sensé, qui est doué d'intelligence et qui va dans le sens de la paix. Merci. Très bien. Bah écoute, voilà, y a rien à rajouter finalement. 01 40 33 9000. Bravo Jamel et merci en tout cas de nous l'avoir lu pour nous donc les auditeurs de France Maghreb 2. Qui est avec nous au standard? Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, bonne année, meilleurs vœux à tous. Bonne année monsieur Méziane. Merci. Eh bien écoutez, je adhère complètement à ce que vous avez dit, Jean-Marc, Jamel, Christophe, en fin de compte, je suis tout le temps d'accord avec vous, c'est ça qui est... C'est pas marrant ça. C'est pas normal ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le fait de dénoncer ce qui se passe, est-ce que ça va résoudre le problème? Parce que quelle puissance nous avons? Alors, l'Arabie Saoudite, le Qatar et quelques pays du Golfe ne fonctionnent avec leur dollar et leur pétrole. Les Occidentaux fonctionnent aussi avec ça parce que c'est l'énergie, c'est l'argent. Et au bout du compte, ils ferment les yeux sur toute leur politique, leur wahhabisme, leur fanatisme, d'ailleurs qui est bidon, parce qu'en réalité, si vous allez en Arabie Saoudite, vous vous rendrez compte que ce sont pas des musulmans. C'est des pervers. C'est vraiment des, comment on appelle ça, des dépradés. Il suffit de les voir avec les orgies matérielles, financières et même sexuelles qu'ils pratiquent. Ils se partent d'un habit soi-disant islamique pour mieux cacher leur saloperie. Et je crois que nous, en tant que musulmans du monde, personne n'est parfait bien entendu, mais il y a un minimum. Je crois que le fait d'aller en pèlerinage en Arabie Saoudite, d'une certaine manière, on ferme les yeux sur ce pouvoir. Je crois que le pèlerinage, c'est comme un devoir, même c'est un devoir, mais à partir du moment où ils se trouvent dans un pays où ce sont pas des musulmans pour moi, ce sont des lâches et des traîtres. Je parle pas du peuple, je parle des gouvernants. À partir de là, je crois qu'on devrait boycotter pour leur montrer notre désapprobation, que leur islam, c'est du diable qu'ils font, c'est du diabolisme, ce n'est pas de l'islam. Et par conséquent, je crois que les pouvoirs économiques mondiaux s'arrangent bien quand il y a de l'argent en jeu et ferment les yeux. Alors Méziane, je te remercie d'avoir soulevé cette question qui à chaque fois fait débat, à chaque fois qu'on l'ouvre. Est-ce qu'on doit, au nom justement de la dénonciation d'une politique d'un pays comme l'Arabie Saoudite, avec qui on partage pas grand-chose, rentrer sur le volet religieux et demander aux gens de boycotter par exemple le pèlerinage, la Ramadan? C'est assez délicat. On a ouvert ce débat à plusieurs reprises. Il y en a qui sont évidemment très hostiles, d'autres qui seraient prêts à le faire. Est-ce que ne vient pas la question, peut-être, je pense qu'elle a déjà été proposée dans le passé, là peut-être que je m'adresse à Jamel, d'une espèce de plaque tournante de gestion des lieux saints? Alors la question, enfin les Saouds, c'est à peine un siècle. Là, on va bientôt fêter le centenaire. Donc la gestion des lieux saints, il y a pas 100 ans, ce n'était pas cette famille, c'était la famille hachémite qui elle a une légitimité religieuse parce qu'elle remonte au prophète de l'islam. La gestion des lieux saints, elle était déléguée par l'Empire ottoman. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Et en vérité, c'est si les Saouds ont pu gérer les lieux saints, c'est parce que les musulmans, à l'époque où il y a eu la chute du califat à partir de 1924, l'abolition, les musulmans, après plusieurs congrès islamiques, ont été incapables de trouver une organisation qui, à un moment donné, se porte garante et fasse de ces lieux, finalement, fasse de ces lieux saints, des lieux très ouverts à toutes les sensibilités de l'islam. Donc je pense que les musulmans ont une part de responsabilité et effectivement la question se pose.
se pose aujourd'hui. Est-ce que ce lieu-là doit être géré par une dynastie ou doivent-ils être gérés par une organisation, l'organisation de la conférence islamique par exemple, qui regroupe les pays musulmans? C'est une question qui se pose et les musulmans ont le choix conscient, le choix également spirituel de peut-être boycotter également, ne pas faire semblant comme si de rien n'était, parce qu'il y a effectivement des choses, beaucoup de choses à dire. Jamel, de demander par exemple à une personne âgée, en l'occurrence qui a ce but dans la vie, essayer autant que faire se peut, dès lors qu'elle en a les moyens de faire le Hajj, de lui expliquer que voilà, pour des convictions politiques avec lesquelles on est en désaccord, tu devrais te passer du Hajj, sachant que pour la personne qui est âgée, en se disant mais l'année prochaine peut-être que je pourrais pas le faire, je vais mourir ou quoi au caisse. Donc c'est là où c'est délicat. Je sais pas si c'est délicat en vérité, parce qu'il faut voir également toutes les destructions qui ont été faites par le gouvernement et cette idéologie des wahhabites, des traces du prophète de l'islam qui ont été à un moment donné détruites. Quand on voit également l'architecture, excusez-moi du peu, mais complètement qui n'a absolument plus rien à voir, démesurée, qui n'a plus rien à voir avec l'esprit de l'islam, la question se pose. Quand on voit qu'également le pèlerinage redevient comme à l'époque de la période anté-islamique, devient finalement un business, devient du tourisme économique et spirituel, la question se pose. Est-ce qu'à un moment donné y aller et fermer les yeux au nom de Dieu, c'est plus important que de ne pas y aller en étant conscient des choses qui se pratiquent depuis un siècle. C'est pour ça la question se pose, et je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. Mais par contre, il faut que celles et ceux qui sont convaincus qu'à un moment donné le boycott peut être une solution, d'aller jusqu'au bout de leur logique, parce qu'ils interpellent. Je pourrais dire juste une chose qu'il faudrait faire très attention. C'est comme disait très justement Jamel. Là aujourd'hui, on peut pas non plus dire que tous les Saoudiens, tout le peuple saoudien est comme ça et partage. Non, bien sûr que donc nous sommes dans une oligarchie, avec des dictatures qui font l'appui et le beau temps. Ça, c'est très important d'en tenir aussi compte. Il faut pas non plus parce que vous avez des gens qui font de l'ingérence, qui mènent le pouvoir comme bon leur semble, qui manipulent l'islam en leur faveur, qu'il faudrait pour cela remettre en question les principes de l'islam. Non mais mon camarade a complètement raison. L'idée, là on n'est pas en train de remettre en cause et d'essentialiser le peuple saoudien. Loin de là. Il faut surtout pas tomber dans cet écueil. Bien sûr que non, là nous parlons d'une politique, d'un gouvernement, tout à fait. La politique d'une dynastie qui règne dans un pays. Et la question se pose de savoir est-ce que ces lieux saints doivent être gérés par un pays en particulier ou cette organisation des pèlerinages dans les lieux saints doit être le fruit d'une organisation globale, collaborative. Et au vu de la politique saoudienne qui vient en France nous dire comment penser l'islam, nous devons également, nous en tant que Français de confession musulmane, tendre un petit peu la perche qu'ils nous tendent et poser également cette question. On n'apporte pas de réponse, mais au moins déjà oser poser la question et poser la responsabilité finalement des musulmans et de tous ceux également, si tu me permets Christophe, de parler également de beaucoup de gens dans la communauté musulmane de France qui à un moment donné y vont plusieurs fois dans l'année, comme si finalement on allait dans une destination touristique, alors qu'il y a des voisins. Tu parlais de l'ancien qui économise toute sa vie, on serait pas capable de lui payer son billet ou d'avoir un peu d'empathie vis-à-vis. Il y a des gens, ils y vont chaque année, comme si finalement c'était j'ai envie de me changer les idées, j'y vais chaque année. Mais combien de millions de musulmans n'ont pas les moyens d'y aller? Il faudrait quand même penser également à eux. Donc j'en profite également pour alerter toutes celles et ceux qui y vont plusieurs fois dans l'année et qui consomment finalement le Hajj comme un produit qu'on consommerait, alors que c'est le voyage d'une vie et il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre qui en profite. Béziane, voilà, t'as mis le débat sur la table. Vous rappelez à votre souvenir l'intervention des gendarmes français du GIGN à la suite de la révolte de quelques soldats ou musulmans iraniens pour renverser cette monarchie qui ne représente que les intérêts des financiers internationaux et qui ont fait une espèce de hold-up de la religion
parce que malheureusement la Mecque se trouve dans leur pays, mais ils desservent complètement vis-à-vis de l'islam, ils desservent complètement la cause de l'islam, et moi je proposerais qu'il y ait un vote de tous les musulmans pour justement ce boycott. Alors je ne suis pas pour l'intervention force militaire ou sanguinaire, mais au moins par le vote, par la démocratie, en disant on ne veut plus de cette monarchie qui ne représente aucun des musulmans sur la terre. Ouais. Bon. Eh bien, écoute, la question est posée. Merci Méziane, en tout cas. Merci Méziane. À très bientôt. Bonne année. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est vrai que c'est un débat hyper important. Mais je crois que ça avait déjà été, ça avait émergé ce type d'idée, Jamel et Jean-Marc. Le fait que, par exemple, on imagine, pendant une période déterminée, que ce soit tel ou tel pays qui prend en charge les lieux saints. Puis, je sais pas, imaginons tous les 3 ans, ça change, ça soit un autre pays. Et ainsi, tous les pays musulmans à travers le monde, et il y en a quand même pas mal, pourraient, comme ça, gérer les lieux saints, et ça éviterait quand même que parce que quand on me dit oui, mais quand on parle de ça, c'est bénin parce que l'argent du Hajj, ça rapporte pas énormément par rapport au pétrole des Saoudiens. Mais attends, excusez-moi du peu. L'argent du Hajj, ça rapporte énormément dans les caisses des Saoudiens. Donc finalement, c'est autant d'argent qui pourrait se passer, et peut-être appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être une manière de le faire. C'est peut-être alors boycottant, peut-être que le mot est fort, mais en s'organisant peut-être au moins une année, de dire tiens, voilà, si on monte cette opération en essayant de sensibiliser, d'alerter, ça pourrait marcher. Mais bon, je pense que ça serait encore bien difficile. C'est un peu, vous savez, comme les billets d'avion. L'été, la cherté des billets d'avion. Tout le monde dit oui, je vais pas y aller cet été, je boycotte, c'est trop cher. Mais finalement, tout le monde y va parce que tout le monde a de la famille et qu'on a besoin de l'avoir. Voilà. C'est un petit peu là le problème, hein, non? C'est un sujet très délicat parce que là, on est en train de mêler la pratique religieuse de tout chacun qui relève de son intimité la plus profonde, de sa sphère privée, et l'ingérence d'une partie de gens qui se trouvent au pouvoir. Je pense que, avec une petite pondération, faudrait éviter de remettre en question certains principes sous prétexte que ceux qui monopolisent, ceux qui font usage de l'ingérence, à ce moment-là, puissent les boycotter. Autre chose, faut faire très attention, parce que à chaque fois qu'il y a une intervention dans ces pays, on sait comment cela se termine. On va prendre l'avis de Mohamed qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes les fans de France Maghreb 2. Et je vous souhaite une très bonne année. Merci. De la santé surtout, et puis, le reste on se débrouille. Alors qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Moi, je voulais en fait faire un bémol concernant toutes ces démarches parfois où les gens ils sont pris un petit peu au croche-pied concernant que ce soit cette communauté ou la méthode de gestion ou les méthodes de gestion concernant toute organisation quelconque. Donc, si je me permets de rajouter un bémol là-dessus, c'est que il faut savoir, au lieu d'attaquer le 5e pilier qui est encore plus loin à le traiter à l'heure actuelle concernant la communauté musulmane, il faut savoir à ceux qui sont sensibles à cette communauté et à son organisation, qui relève quand même le 3e pilier de cette religion, qu'il faut reprendre, je dirais, plus ou moins à la pincette, qui est l'aumône légale. Et au lieu d'y aller faire ce genre de démarche, de boycotter le 5e pilier, et j'entends bien que certains sont hostiles, d'autres sont vraiment plus ou moins favorables, et plus ou moins la plupart ne rentrent pas plus ou moins dans ce contexte. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose, que dans cette même communauté, qui a été mis en cause depuis un petit moment concernant sa représentation ici en France ou en Europe ou ailleurs, hein, si on parle des Saouds, les Saouds aujourd'hui, tout ce qui leur peut faire échapper, c'est ce contrôle en matière de cette aumône. Alors, quand on parle de l'aumône, on parle de l'argent. Quand on parle de l'argent, le volet de 3e pilier de cette religion, aujourd'hui, on l'a carrément zappé de son étude et de sa recherche. Et il se retrouve que ici en France, si vous preniez par exemple un exemple bête, hein,
le fait de basculer le CNCM sur le statut d'une loi associative de 1901 et face à un système qu'on appelle la fondation. Qui dit fondation dit un conseil d'administration. Et quand on parle de conseil d'administration, on parle de la partie finance. Et vous que la plupart des interlocuteurs, la plupart de ceux qui nous ramènent ce genre de discours pour vraiment ne pas prendre les choses au sérieux, il y a une faille réellement au lieu de basculer au cinquième pilier qui est le Hajj, eh ben on va rattraper jusqu'au troisième. Et il faudrait aussi quand même... Mohamed, pardon de te couper, mais je pense qu'on s'est mal compris. Personne ici a remis en cause le cinquième pilier de l'islam. Certainement pas. Ni Jamel, ni Jean-Marc, ni moi-même. Certainement pas. Se pose la question aujourd'hui, c'est là qu'il faut pas essayer de dériver parce que sinon on répond pas aux questions et on évite finalement les vraies questions au débat. Se pose la question j'allais dire boycotter, alors peut-être que le mot est peut-être mal choisi, mais d'éviter d'y aller pour une durée déterminée, pour dénoncer cette politique et cette idéologie de cette dynastie au pouvoir depuis des années et qui, Jamel le rappelait d'ailleurs très justement, a cassé toute cette architecture. Je sais pas si vous êtes allé il y a longtemps à la Mecque et à Médine, mais en particulier à la Mecque, les nombreux travaux qui ont été effectués au cours de ces dernières années ont carrément cassé cette architecture au nom justement de pouvoir accueillir le plus de gens possible, d'offrir un espèce de business au travers du Hajj. C'est ça dont on parle aujourd'hui, Mohamed, et rien d'autre. Moi, je suis conscient tout à fait sur le fait qu'on parle, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle sur ce sujet-là, mais il va falloir aussi reprendre un petit peu les choses en amont pour qu'on puisse bien comprendre que le système de la gestion, et il a été depuis plus de 14 siècles transféré ou transporté de la manière beaucoup plus ou moins démocratique par un vote. Et ce qui gêne en général aujourd'hui, ce qui dérange dans ce monde musulman et concernant les Saouds, c'est que nul ne peut intervenir ou regarder réellement cet argent, comment elle est répartie, comment elle est distribuée. Eh bien, vous allez qu'à constater comme moi, comme certains fidèles de ceux qui savent très bien le taux de la pauvreté au sein même de ce pays, il est accablant. Bon, après on parle de la couche, je dirais plus ou moins de pouvoir sur place, c'est celle de la population, mais on sait très bien que en amont déjà, on a un réel souci sur la façon et la manière dont on gère cette partie entre parenthèses finance et qui incombe le troisième pilier et non pas le cinquième. Okay. Mohamed, Jamel va te répondre. Mohamed, oui. Salam, meilleurs vœux pour cette année. Si je peux me permettre, quand on présente dans les sciences islamiques les 5 piliers de l'islam, c'est pas dans un ordre chronologique, on les vit tous en même temps. Donc la question tout à l'heure, elle a été posée par celui qui vous a précédé. Et il posait la question du boycott. La réponse que moi en tout cas j'ai apportée, c'est qu'effectivement la question se pose et que ces personnes-là qui à un moment donné au nom de leurs valeurs musulmanes se sentent un petit peu heurtées par effectivement la chasse à toutes les traces du prophète de l'islam, la gestion capitaliste des lieux saints, excusez-moi, les grands hôtels, les grandes sociétés multinationales qui sont présents à la Mecque, la question, moi, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut que cette question se pose et que celles et ceux qui proposent un boycott ou autre chose ou des actions de sensibilisation doivent avoir la liberté de le faire. Ouais. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante d'ailleurs dans ce que vous avez dit et surtout la manière dont c'est dit, parce que c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup dans la communauté musulmane. Dès lors que l'on parle de l'Arabie Saoudite, des pétromonarchies, il y a comme un espèce de malaise. Ouais, et je vois que chez beaucoup de musulmans, il est plus facile de taper sur le CFCM, sur les pays du Maghreb et sur la France. Il y a tout d'un coup un esprit critique qui est là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cet esprit critique, on puisse également l'étendre à celles et ceux qui dominent le monde arabe, le monde musulman. Et il faut avoir, je pense, cette double critique. Des choses également qui ne vont pas bien dans le régime Saoud. L'idée, c'est pas de dénoncer pour dénoncer. C'est juste à un moment donné que cette gestion des lieux saints qui appartiennent à tous les musulmans doivent être
au nom de la Shura, de l'esprit démocratique de l'islam, de l'esprit consultatif de l'islam, doit être possible d'être géré par l'ensemble des pays musulmans et pas une dynastie en particulier. Merci Mohamed, merci Jamel, on y revient dans un instant sur le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, on est de retour très vite, les pubs sont très courtes donc c'est parfait, ça nous laisse l'occasion d'être de retour très très vite avec vous, avec aujourd'hui pour m'accompagner Jean-Marc Zébélus, avec Jamel Lamri, et c'est vrai que dans cette émission vous voyez on a un conducteur, on a des choses qui sont prévues, et puis de temps en temps grâce aussi aux auditeurs et grâce aussi aux chroniqueurs on arrive à parler de sujets dont on n'avait pas prévu de parler. Celui-ci en tout cas était un sujet qu'on n'avait pas prévu de parler, mais comme il est toutefois très intéressant, Jamel, pour en finir avec ce sujet, tu faisais une remarque qui est très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les auditeurs et peut-être nous-mêmes d'ailleurs avons pas beaucoup de mal à critiquer ouvertement le CFCM, les instances religieuses, voire la France dans sa globalité et les pays du Maghreb, donc les pays d'origine. Mais dès qu'on parle des pays du Golfe et en particulier de l'Arabie Saoudite, il y a quand même une espèce de malaise. Alors soit c'est des gens qui vont complètement se lâcher, effectivement, critiquer à boulet rouge donc sur la dynastie des Saouds, soit au contraire on va sentir un petit peu ce malaise parce que c'est le pays qui abrite les lieux saints, parce que effectivement il y a des grosses chaînes de télévision que tout le monde regarde, sur lesquelles d'ailleurs beaucoup s'inspirent. Ou écoute des prédicateurs qui sont très connus aujourd'hui, dont on va taire le nom. Voilà, il y a cette espèce de malaise aujourd'hui qui, lorsqu'on parle donc de ces pays-là et en particulier d'Arabie Saoudite. Un vrai complexe et qui sera peut-être intéressant d'interroger dans d'autres émissions, Christophe, parce qu'effectivement quand il s'agit de critiquer Mohamed VI, Bouteflika ou président tunisien, le CFCM, la France, la classe politique de droite comme de gauche, effectivement tout d'un coup on voit chez beaucoup de nos coreligionnaires un véritable esprit critique. Et j'ai même envie de dire c'est une bonne chose. Par contre, là où ça pose problème, c'est dès lors que cet esprit critique s'arrête, dès lors que l'on parle des pétromonarchie de l'Arabie Saoudite ou que sais-je encore. L'Arabie Saoudite est un pays qui est fondé par une dynastie. C'est à différencier des lieux saints. Ça fait pas 100 ans qu'ils dirigent. Et excusez-moi, pour un moment donné déloger la dynastie des Hachémites, on a versé le sang. Cette dynastie a versé le sang. Donc c'est pas des enfants de cœur. Les choses ne se font pas. C'est pas le monde des bisounours. Donc il y a une vraie. On sait qu'à un moment donné, s'accaparer les lieux saints, ça donne une dimension politique, une dimension quasiment sacrée, et c'est ce qui fait que beaucoup de musulmans ont une gêne à critiquer parce qu'on confond dynastie et les lieux saints de l'islam. Les lieux saints de l'islam appartiennent à tous les musulmans. La dynastie, c'est une dynastie qui a pris le pouvoir. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas il y en a eu d'autres avant. Jean-Marc ? Je dirais que c'est très délicat dans la mesure que ces personnes sont sous la protection des Américains qui ont leur base là-bas et qui mènent la politique avec eux. Ils ont un blanc-seing des Américains. Donc ça, il faut pas l'oublier. Comme il disait justement Jamel, ce ne sont pas des anges. Oui, effectivement. Voilà, en tout cas, on sera peut-être amené à en reparler, bien sûr, sur France Maghreb 2, dans cette émission en particulier, parce que on essaie, en tout cas, de mettre le doigt où ça fait mal de temps en temps. Allez, on va passer, avant de parler de l'actualité, au fameux j'aime ou j'aime pas, sur France Maghreb 2, avec Jamel et avec Jean-Marc. Alors j'aime pas ou je m'en fous aussi, on peut très bien le dire, il y a pas de souci. Alors qu'est-ce que j'ai dans l'actualité, des petites informations comme ça que j'ai relevées, que je souhaitais vous soumettre. Tiens, Benoît Apparu, vous connaissez Benoît Apparu de LR, il a déclaré: si la France ne se transforme pas, on va dans le mur. Signé Benoît Apparu. J'aime ou j'aime pas cette phrase? J'aime. Ouais. C'est une réalité. Oui, c'est du bon sens. Bon, très bien. On va en reparler dans un instant plus en détail, mais affrontement, route coupée, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Grève générale. L'année 2017 commence donc dans la contestation en Algérie, à cause des augmentations, notamment des prix. Du budget des prix du début de l'année, là, apparemment ça a augmenté de manière considérable, donc grève générale qui s'est transformée en affrontement. Ça a démarré du côté de Béjaïa et ça s'est exporté du côté d'Alger, dans la banlieue d'Alger.
Affrontement, violence. J'aime et j'aime pas, je pense que... Affrontement, violence. Ouais, il faut faire attention, parce que c'est vrai que l'Algérie est une société qui est fragile. Il faut la soutenir, et en même temps, il y a aussi des revendications qui sont importantes à prendre en compte, afin que les citoyens algériens se sentent bien, et que la société algérienne puisse évoluer dans le bon sens. Mais c'est pas simple. Très bien. Justement, l'Algérie, puisqu'on en parle, on va en parler, va construire la plus grande centrale solaire du monde. L'Algérie ? L'Algérie. J'aime. Il y a eu le Maroc qui a construit une grande centrale solaire. L'Algérie emboîte le pas. C'est une très bonne chose pour le Maghreb. Berlin, en Allemagne, des musulmans volontaires se sont proposés pour nettoyer les rues de Berlin après les festivités du 31 décembre. J'aime parce que c'est aussi on est attendu également sur ce volet-là. Alors il faut pas que ça devienne une espèce d'habitude, c'est-à-dire une espèce de réaction à des injonctions, mais je pense spontanément, je connais pas les intentions de ceux qui ont fait cela. Si un prolongement d'une spiritualité engagée dans la société qui nous pousse vers plus de citoyenneté, c'est une bonne chose. Si l'intention également est altérée par le fait de répondre à une injonction, là je suis un petit peu plus réservé. Jean-Marc ? Je dirais que j'aime, mais comme me disait Jamel, il faut faire attention. S'il faut faire ces actes pour prouver qu'on est intégré, pour prouver qu'on fait partie en tant que tel de la société en étant qu'un citoyen lambda, je dirais attention. C'est pas la même chose de dire bon voilà, en tant que citoyen de confession musulmane en Allemagne, je décide à un moment donné de montrer l'exemple. Ça, 1000 fois oui. Mais si c'est effectivement pendant toute une année les populistes qui nous disent vous êtes pas assez allemand, pas assez français, qu'on réagit à cela, là ça en devient problématique. Les inscriptions sur les listes électorales en hausse de 180% en 2016. Ah, on peut que aimer là. J'aime et j'aime. Moi aussi 3 fois j'aime. Très bien. Et puis la fédération rwandaise de football bannit la sorcellerie après, et ça ne s'invente pas, après un incident dans un match. Effectivement, on a vu un joueur qui est parti poser un truc dans la cage du but, et puis peu de temps après, il a marqué ce but. Et donc ça a fait un tollé général, et du coup la fondation rwandaise a décidé d'interdire la sorcellerie, de bannir la sorcellerie sur les terrains de sport. J'aime à condition que ce soit pour toute la société et pas que sur les terrains de foot. Jean-Marc ? J'aime, oui, pourquoi pas, comme il dit Jamel, à condition que ce soit généralisé. Et voilà. C'était le j'aime ou j'aime pas, voilà, sur France Maghreb 2. Alors, dans l'actualité, bien sûr, de ce mardi, il y a donc la Turquie, où les forces de l'ordre sont toujours à la recherche de l'auteur présumé de l'attentat du réveillon à Istanbul, du responsable de la mort de 39 personnes dans la discothèque, attentat qui a été revendiqué, je rappelle, il y a juste 24 heures par Daesh. Ce matin, la presse turque indique que cet assaillant aurait combattu en Syrie dans les rangs donc de Daesh et semblait particulièrement aguerri au maniement des armes. La presse s'interroge aussi sur les conséquences de cette attaque. De Nouvel An sur la société turque tout entière, menace sur la laïcité, titre ce matin par exemple le quotidien Cumhuriyet qui revient sur une jeune femme qui a été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux et même interrogée par la police pour avoir après l'attentat appelé à lutter contre les forces réactionnaires. On arrête les jeunes qui protestent contre Daesh, s'indigne dans le journal un député de l'opposition, le journal qui déplore qu'à l'inverse de Paris au lendemain du Bataclan, bien ici, aucune forme de solidarité. Le quotidien le Riet s'en inquiète aussi. Donc gardez cet attentat, écrit un éditorialiste, l'État islamique ne fait aucune distinction entre Erdogan et l'opposition, entre gauche et droite, entre laïcs et conservateurs. Pourquoi devons-nous nous-mêmes nous diviser, écrit-il. Un pays divisé même dans la presse gouvernementale, mais sous un autre angle, le quotidien Sabar qui s'inquiète aussi des conséquences de l'attentat sur la société turque. Il y a encore dans le pays des militants de Daesh qui rôdent et qui veulent nous diviser, écrit le journal. Les conséquences de ces attentats, parce qu'il y en a eu beaucoup, si on fait le décompte pour l'année 2016, il y en a eu quasiment un par mois pour la Turquie. Les conséquences de ces attentats sur la société turque, Jamel et Jean-Marc. Je sais pas si c'est une atteinte à la laïcité. Je sais pas si Daesh qui commet ces attentats atroces soit dans cette
réflexion. Je pense également qu'il faut faire également une nuance, et elle est importante pour notre débat. C'est avant de chercher la division d'une société, les terroristes cherchent tout simplement à terroriser. Je pense que dans un premier temps, c'est la terreur que l'on cherche, qui anesthésie toute réflexion et qui à un moment donné va créer, et la division est la conséquence de la terreur et pas la cause. Donc ce que l'on cherche dans un premier temps, c'est terroriser, et le fait de terroriser peut en tout cas mener à une certaine forme de division. Donc la Turquie, effectivement, elle a été attaquée au cœur, et moi ce qui me choque le plus, Christophe, c'est finalement le peu d'empathie que l'on a avec la Turquie. C'est vrai. Et véritablement, je pense que le monde n'avancera pas dès qu'on sera constamment dans un deux poids deux mesures. Mais il faut le rappeler également, les victimes occidentales soient-elles, nous sommes des occidentaux, les victimes occidentales soient-elles n'ont pas, excusez-moi, mais elles n'ont pas moins ou plus de valeur que toutes les autres victimes, les musulmans en Birmanie, les chrétiens dans tel ou tel endroit, les juifs dans tel ou tel endroit. À un moment donné, il faut revenir à quelque chose, et je suis même surpris qu'en 2016 on soit obligé de le rappeler. Un mort est un mort. Un mort a un visage, a un nom, a une famille. Et quand on voit finalement notre manière ici dans les médias français, la manière de couvrir l'événement, on a l'impression qu'il y a une empathie à deux poids deux mesures. Et non, ce qui se passe en France, ce qui s'est passé à Nice, ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Afghanistan, en Tchétchénie, ce qui se passe en Syrie, en Palestine, je veux dire, à un moment donné, on doit avoir, on n'a qu'un seul et même cœur. Moi, je comprends pas comment se fait-il qu'on arrive à le diviser et à être moins sensible à ce qui se passe en Turquie. En Turquie, c'est dramatique, c'est un par mois, comme tu le citais, et en même temps, on a l'impression que on se déshumanise par rapport à ce qui se passe en Turquie. Donc moi, je veux profiter. On n'a pas éteint la Tour Eiffel pour Istanbul, on n'a pas éteint la Tour Eiffel pour Istanbul, et nos auditeurs d'origine turque qui nous écoutent, moi je veux leur adresser toute ma solidarité, même au nom du peuple français. Vraiment, c'est très important qu'on ait également avec vous, et que ce qui se passe en Turquie nous touche. Parce que quand Daesh attaque en Turquie, ils attaquent également en France. Donc on doit faire front commun et ne pas commencer à se diviser, parce que ce discours-là, on le tient en France et uniquement pour nous Français, mais il faudrait également l'ouvrir, l'élargir à d'autres sociétés qui sont touchées et meurtries de la même manière que nous. Jean-Marc, les conséquences de ces attentats sur la société turque, et plus globalement aussi pour répondre à ce que dit Jamel. Ils créent un chaos. Un chaos, ça crée des doutes. Une société qui a des doutes, c'est une société qui va se diviser. C'est une société qui va faire une chasse aux sorcières. Et je dois dire que quand on touche un Turc, c'est l'humanité qui est touchée. Voilà, au même titre que tout être humain sur cette terre. Merci à toi, Jean-Marc, de le rappeler. Et ça, c'est très important. Un Turc, c'est un être humain avant tout. Oui. D'être musulman ou chrétien ou tout ce qu'on veut. Un Turc, c'est un être humain qui a droit à sa dignité. Et ce qui se passe en Turquie, on a l'air de ne pas s'en préoccuper, mais la Turquie fait partie de l'Europe, et ce n'est pas si loin de chez nous. Donc, ne croyez pas que ça se passe qu'en Turquie, et que ça ne viendra pas ici chez nous. Donc, il faut, en amont aussi, aider les Turcs à résoudre ce problème, être solidaire avec les Turcs, mettre en pratique des mesures qui peuvent les aider à résorber ce fléau, ce chaos qui s'annonce pour eux, parce qu'ils subissent pas que ça. Ils ont déjà eu des problèmes au niveau politique, avec une tentative d'instabilité du régime en place. Donc, je dis qu'il faut faire très attention. Mais est-ce que finalement, et là ma question sera la dernière sur ce sujet, est-ce que, pour parler plus concrètement, politiquement parlant, Erdogan est menacé ou renforcé? C'est en fait, je sais pas s'il faut poser la question en ces termes-là, parce que là, dans un premier temps, ce qui est touché, c'est la société turque dans son entièreté, dans sa diversité, dans sa dignité, dans son intimité. Oui. Et effectivement, il y a un contexte géopolitique qu'il faut absolument pas éluder. Par contre, une chose, il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les victimes du terrorisme, bien sûr, non, mais entre les victimes de Daesh. Ouais.
peu importe qu'elles sont de confession musulmane ou non, il faut avoir une position de principe claire et exprimer une solidarité vis-à-vis du peuple turc, parce que et d'ailleurs même il y a eu même un couple de Tunisiens, il y a pas eu que des Turcs, il y a eu des Français, franco-tunisiens, on n'a pas eu que des Turcs. Mais c'est important également, même pour tout ce que la Turquie représente. Ça me dérange, également. Tu vois, par exemple, lorsqu'on voit dans la presse 2 franco-tunisiens, 2 marocains, à croire qu'il faut qu'on ait quelque chose qui nous rapproche, qui nous ressemble, pour qu'on soit sensibilisé. Je dirais que je trouve ça pas mal qu'on dise qu'il y a des franco-marocains ou franco-tunisiens, ce qui veut dire que nous sommes concernés. Il n'y a pas que les Turcs. Mais on n'a pas besoin de ça pour se sentir concerné normalement. Non, mais justement, si ça peut éveiller les consciences en disant, croyez pas que c'est que les Turcs qui sont visés, ils sont sur un sol et leur but c'est de créer le chaos sur ce sol, peu importe les êtres humains. Donc. Ouais. Mais pour faire simple, si par exemple dans cette boîte de nuit il y avait, je sais pas, sur 39 morts, une vingtaine de Français, croyez-moi que ça aurait fait la presse de la une nationale. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Malheureusement, nous n'avons pas la maîtrise des masses médias et c'est très juste ce que tu dis. Maintenant, Jamel et Jean-Marc, il y a aussi un contexte géopolitique qu'il faut expliquer et donner. Vous avez cette position d'Erdogan qui a complètement changé depuis l'été, il a changé d'alliance, etc. sur le conflit syrien. Il se bat aujourd'hui ouvertement contre Daesh, mais aussi contre les Kurdes. Donc il y a 2 grosses guerres ouvertes. Et aujourd'hui, ma question, je vous la repose parce que vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que Erdogan s'en sent renforcé ou alors affaibli par rapport à toute cette campagne d'attaque que subit la Turquie en ce moment? Christophe, quand on est dans une tentative de déliquescence d'un régime, il est très difficile de dire si celui qui est au pouvoir est renforcé ou déstabilisé. C'est très compliqué à déterminer. On peut avoir une lecture quand même. C'est très difficile dans la mesure qu'on n'a pas toutes les données, tout le savoir qui vient de Turquie. On a parcimonie quelques informations. C'est quand même assez délicat. Ça peut aussi renforcer son pouvoir, comme ça peut aussi l'affaiblir. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué d'y répondre parce qu'il s'est allié avec les Russes. Ouais. C'est très compliqué. Pour ça, il y a un changement de stratégie. Jean-Marc a raison, et je pense même un petit peu des deux. En vérité, ça l'affaiblit, mais en même temps, ça le renforce. Dès lors qu'on sait que Erdogan et l'AKP sont plutôt considérés comme, selon le jargon franco-français, les islamo-conservateurs. Dès lors que l'on attaque une boîte de nuit ou des sites touristiques, finalement, qu'on soit islamo-conservateur ou laïque, on est tous touchés de la même manière. Donc en ce sens-là, ça le renforce. En même temps, effectivement, ça l'affaiblit parce que ça a forcément créé une espèce de psychose. Ouais. Et c'est problématique. La Turquie, pendant très longtemps, il y a toujours eu toujours eu quand même un poids très important de l'armée, faut pas l'oublier, un régime extrêmement militaire. Il y a eu plusieurs coups d'État, et donc véritablement la Turquie mérite d'avoir de la paix, de la stabilité, et un respect effectivement de ces institutions. Mais c'est vrai que avec tout ce qui se passe en Turquie, si on n'a pas un minimum d'empathie, je vois pas envers quel peuple ou gouvernement on pourrait avoir, si ce n'est peut-être de lui faire payer à Erdogan en particulier le choix de s'être rapproché de monsieur Poutine. Alors on va partir, si vous voulez bien, maintenant en Algérie, messieurs, amis auditeurs. Je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, les dernières mesures prévues par la loi de finances font grincer pas mal de dents et suscitent la colère. Pression fiscale, hausse des prix des produits de consommation, les manifestations qui se sont multipliées. Parti de Kabylie, le mouvement menace maintenant de s'étendre et les autorités prennent des mesures. Climat tendu donc à Béjaïa, à 260 km à l'est d'Alger. Après une journée d'émeute, donc grève générale des commerçants qui se poursuit dans toute la région en signe de protestation contre l'augmentation des taxes comme la TVA. Dans la nouvelle loi de finances, hier, des centaines de jeunes ont investi des rues de Béjaïa, Tazmar, Tichy et Sidaïch et ont attaqué des édifices publics comme le siège de la Sonalgaz ou des magasins privés comme le showroom de l'entreprise Condor, entièrement pillé et saccagé. L'agence de la banque française BNP a été également prise d'assaut. Un bus des transports urbains et un camion de force de police ont été incendiés. À Bouira et à Boumerdès, à l'est d'Alger, des routes ont été coupées et des magasins ont été fermés pour exprimer la même colère
contre la hausse des prix à Alger. Des rumeurs ont même circulé durant toute la soirée de la nuit, donc dernière, que des émeutes dans les quartiers périphériques. Bobsoir, un groupe de jeunes a attaqué plusieurs magasins tenus par des Chinois. Des commerçants de la capitale n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève lancé sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce qui est de cette actualité, de ces émeutes. Et justement, à ce propos, Abderrahmane est avec nous au 01 40 33 9000 pour nous parler de ce qui se passe. Je tenais juste à vous rajouter que hier, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait, et effectivement, on a eu un homme aussi qui a posté une vidéo en alertant et en disant à tout le monde de faire attention. Selon lui, voilà, il faisait partie des grévistes. Il dit, nous, on a des magasins, on a fait appel à la grève. On a demandé aux gens de rester chez eux. Ces gens qu'on voit commettre des violences, on ne les connaît pas. D'où ils viennent? La question, il l'a posée ouvertement. Abdelrahmane, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à Jean-Marc et bonsoir à Jamel. Avant de passer sur ce qui se passe en Algérie, je voudrais remercier M. Jamel parce qu'il a mis le doigt là où ça fait mal quand il parle du pèlerinage. Aujourd'hui, je pense il y a de l'hypocrisie de la part de certains imams. On ne dit pas la vérité. C'est-à-dire, ils nous disent toujours il faut dissocier la Mecque de l'Arabie Saoudite. Mais l'économie, l'argent, elle va à l'État de l'Arabie Saoudite. Et en plus, aujourd'hui, avec la crise du pétrole, la source principale de l'économie de l'Arabie Saoudite, c'est bien le petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Ouais. Et ajouter à cela, si vous permettez, une partie de cet argent, elle est investie pour financer les rebelles qui sont en Syrie, financer les terroristes qui sont en Syrie, et surtout pour détruire aussi le Yémen. Avec l'argent de qui? Avec l'argent des pèlerins. Ça veut dire là, dans quelque part, tout pèlerin qui va là-bas, il participe de près ou de loin à la destruction de la Syrie et au financement du terrorisme d'une manière générale. Alors, et moi, je suis pour boycotter la Mecque. Et d'ailleurs, ma femme, elle a été 2 fois, elle a fait le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Et moi, j'ai refusé d'y aller là-bas. J'ai dit, Inch'Allah, je mettrai jamais les pieds là-bas, tant que c'est la famille saoudite qui gère la Mecque et l'Arabie Saoudite. Alors parlons de l'Algérie maintenant, Abderrahmane. Au sujet de l'Algérie, déjà il y a eu une augmentation en 2016 de 30 à 40% de l'alimentation générale et des produits de base. Ouais. Et en 2017, la loi de finances elle est passée sous silence. C'est-à-dire ils n'ont pas communiqué, personne n'a parlé de ça. Ouais. Ils font la même chose, 30% à 40% des produits de base, c'est-à-dire tels que l'alimentation générale, le carburant, l'électricité, le gaz, l'eau, etc., etc. Donc le gouvernement aujourd'hui, il cherche à étouffer le peuple, au fait. Il est en train de tuer le peuple à petit feu. Alors qu'est-ce que vous répondez, Abderrahmane, qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé hier en disant nous veillons à ce que l'on ne déstabilise pas notre pays et nous avons la situation en main? Oui, mais tout ça c'est du mensonge, tout ça. On connaît la manipulation du gouvernement, on connaît la manipulation de ces vautours qui sont là depuis 1962. Ils sont en train de sucer le sang des Algériens. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que l'Algérien lambda n'arrive plus à nourrir ses enfants. Voilà le problème où il est. Un salarié qui gagne 16 000 dinars ou 17 000 dinars, il va y aller acheter, je sais pas, les pois chiches, par exemple, un truc banal en France, qui coûte 400 dinars. 400 dinars, c'est 60% d'un salarié, d'une journée de salaire. Merci Abderrahmane. Pour acheter 1 kilo de pois chiches. C'est très très grave ce qui se passe en Algérie. C'est franchement très grave. Or que les ministres ici, je vous donne un exemple, la fille de... Ah, allô Abderrahmane? Oui. Oui, pardon. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a, la fille de qui? La fille de Abdelmalek Seller, le Premier ministre. Oui. Elle a acheté un appartement aux Champs-Élysées, excusez-moi, au 173 avenue des Champs-Élysées, c'est pas n'importe quoi, à 838 000 €. Ouais. Bon. Alors, et le peuple, il crève la dalle, quoi. D'autres ministres, dernièrement, j'étais en train de faire la recherche sur les fortunés algériens. Le général, par exemple, le général Ammari Mohamed, il a 50 hôtels en France. Ah oui. 50 hôtels, sa fortune, elle s'élève à 25 milliards d'euros. Ouais, c'est pas mal, ouais. Effectivement. C'est un général. Après, je peux vous citer des centaines de personnes. On n'aura pas le temps de citer la fortune de tous ces généraux. En tout cas, merci beaucoup Abderrahmane de vous être exprimé. Faut-il s'en inquiéter de cette grève générale et de ces affrontements qui
sont survenus hier à Béjaïa, même à proximité d'Alger, Jean-Marc et Jamel. Alors je dois dire que si, tel qu'il est dit, qu'il y a une augmentation de 30 à 40% sur les produits ça, c'est clair, c'est de véridique, consommation générale, etc., sans qu'il y ait que le sous silence passer sous silence. Il y a une chose. Que le peuple conteste, ça, c'est une chose. C'est légitime. Mais les violences, les émeutes telles qu'ils font, ce ne sera pas une solution et ça n'ira pas dans le sens de la stabilité du pays. Ouais. Les casseurs ne ramèneront rien de bon. Quand on dit que des commerçants ont été attaqués, des commerçants qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui subissent les conséquences de ce mécontentement, ce n'est pas normal. Voilà, tout simplement. Jamel. Mais oui, il faut faire très attention parce qu'effectivement, l'Algérie est une société fragile. En même temps, elle a fait preuve quand même de maturité, notamment après le printemps arabe où elle ne s'est pas forcément engouffrée dans cette brèche. Je pense que voilà, l'Algérie connu, dans les années 90, l'Algérie avec la colonisation, la reconstruction, la décennie noire. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, le gouvernement algérien doit proposer autre chose que du jeu. Il faut du pain également. Il faut que les gens puissent manger, les gens puissent à un moment donné vivre dignement. Quand on a des augmentations de 30 à 40% sur les produits de base, il faut faire très attention. Parce qu'au bout d'un moment, le peuple n'a plus rien à perdre. Et il faut faire très attention parce que les équilibres restent tout de même fragiles. Et il faut un vrai projet de relance économique, des vrais projets, des vraies créations de l'emploi. Et il va falloir à un moment donné avoir une politique maghrébine. Je veux dire, à un moment donné, ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, c'est complètement scandaleux. Les pays du Maghreb qui font de l'anti-Maghreb. Il y a un moment donné, pour l'Algérie, il y a un marché énorme qui est le Maroc, et pour le Maroc, il y a un marché énorme qui est l'Algérie. Ce sont des pays frères, ce sont des pays qui culturellement partagent beaucoup de choses, de la dynastie des Almohades à aujourd'hui. Et là, on est en train, au nom de causes soi-disant politiques, mais de la petite politique, on ferme. Et donc du coup, économiquement, ça porte un coup fatal. Et la déstabilisation ou ce type de grève en Algérie a forcément un impact dans le Maghreb. Donc je pense qu'il faut un vrai projet de relance économique pour l'Algérie, mais aussi pour le Maghreb. Que le Maghreb, à un moment donné, s'unisse, s'ouvre. La France et l'Allemagne, ils ont fait 3 guerres. 1870, 14-18, 39-45, en 47, il y avait le traité de Rome. En Algérie et le Maroc, on s'est pas entendu sur des broutilles et on n'arrive pas à ouvrir des frontières. C'est sur ça aussi qu'il faut à un moment donné axer notre réflexion et attirer l'attention sur le vrai problème qui est la fermeture des frontières. Un peu de politique française pour terminer, c'est la campagne primaire de la gauche, je vous apprends rien, et vos coups de cœur à suivre. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus? On ne pouvait pas faire moins. Tous les jours, 10% en avantage carte sur 2 de nos marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, les marques Monique Ranou et Itinéraire des Saveurs. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité. C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. France Maghreb 2 sur 94 FM. Sur 94 FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2, dites donc les pubs sont très très courtes, c'est bien, vous savez que c'est une période un peu critique pour la pub, janvier-février. Voilà, donc merci à tous de nous rejoindre avec aujourd'hui Jean-Marc Zébellus qui est donc expert en immobilier, Jamel Lamri, chercheur en islam contemporain à l'université de Strasbourg, mais également président de la FPI, Académie française de la pensée islamique, qui nous accompagne aujourd'hui. Et c'est une émission de haute qualité que nous proposent nos chroniqueurs de la team LGF, que les autres médias évidemment tentent de nous voler mais n'arriveront pas, parce que la qualité nous l'avons ici avec l'ensemble de la team du LGF. Jamel et Jean-Marc, on va parler un peu de politique maintenant, politique française. Vous savez que c'est la campagne est primée. Je tiens d'ailleurs à rappeler aux auditeurs que j'avais promis de tenir au courant, informer des invitations que nous avions lancées à l'encontre des différents candidats de cette primaire de la gauche. Ce fut fait. Je tiens à vous dire aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, que aucun candidat n'a accepté notre invitation.
et que pour alors je ne sais pas, pour prétextant de problème d'emploi du temps, etc., ils veulent nous envoyer leur porte-parole. J'ai fait le choix de n'accepter aucun porte-parole. Nous souhaitons donner la parole aux candidats, donc qui se présentent à cette primaire de la gauche. Aucun, à ce jour, ne souhaite parler aux franco-maghrébins. C'est une réalité. C'est une question, alors peut-être qui s'explique par un temps assez court qu'offre cette campagne des primaires de la gauche, et préférant peut-être les grands médias ou de grandes émissions, ça le regarde. Mais il y a quand même un public, il y a quand même une sensibilité, il y a quand même une communauté dont il faut pas se priver, dont certains d'ailleurs n'hésitent pas à draguer ouvertement aujourd'hui. Le mieux quand on drague quelqu'un, c'est d'aller en face de lui et de lui parler et de répondre aussi à ses questions et de pouvoir aussi affronter quelques différences ou quelques questions que nous avons à lui poser. Pour l'instant, aucun candidat souhaite répondre à mes questions. Voilà. Ceci étant, ça les regarde et nous renouvellerons à l'ensemble des candidats à la présidentielle, dès lors que la campagne démarrera, c'est-à-dire fin février, début mars, quoi, nos invitations. Et là aussi, je vous tiendrai informé de ce qui peut se passer. J'avoue que je suis très étonné de la part de certains candidats. Je vais pas les nommer parce que je vais pas te faire de procès quand même à des candidats en particulier, mais 2 d'entre eux m'ont quand même assez étonné de par leur refus. Voilà. Suivez mon regard. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en question et qu'on se dise notre voix ça veut dire qu'on doit pèse compter. Rien, quoi. C'est tout. Voilà, notre voix doit compter. Donc, il faut aller voter, il faut s'inscrire, il faut qu'on sache que l'on pèse, voilà, dans ce paysage français, et qu'on est des Français à part entière et que nous avons des droits et des obligations. Mais pour ce faire, il faut encore voter, s'exprimer par la voie démocratique qui est le vote. Alors, comme ils savent que très souvent, on veut pas voter, on dit, oh, ça sert à rien, oh, et puis voilà, et puis ceci et cela. Alors, ils en prennent note, et puis se dire, après tout, qu'est-ce que ça va me rapporter comme voix? Oui, c'est ça, oui. Il y a, effectivement, quand on nous considère un peu comme la 5e roue du carrosse, effectivement, on vient nous voir à la fin pour mobiliser, mais c'est pas forcément vers nous que l'on va en priorité. Moi, je pense, Christophe, en vérité, c'est à la fois trop tôt et en même temps, j'ai envie de te dire, cette élection présidentielle, elle me fait peur par sa pauvreté en termes intellectuels. Si tu invites des gens de droite comme de gauche ici à venir et qu'on commence à les interroger, vraiment, et ça me fait de la peine de le dire, que il y a malheureusement pas de niveau, très peu d'idées, même un projet de société inclusif, emballant, qui se projette sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il y en a pas. On aimerait pouvoir leur dire, mais on ne peut pas. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Et encore une fois, faudrait déjà qu'on commence nous-mêmes à se donner de l'importance nous-mêmes, parce qu'on est déjà très dur entre nous. J'en parlais tout à l'heure avec certains gouvernements qu'on ne critique pas et la critique facile entre nous. Il faut également que nos auditeurs qui nous écoutent, il faut se respecter. C'est en nous aimant nous-mêmes qu'on sera dans un premier temps respecté. Faut pas aller chercher l'amour chez les autres quand nous-mêmes déjà entre nous on se déteste. C'est sûr. En tout cas, voilà, j'espère, je ne désespère pas, évidemment, puisque on leur a donné pour être très, très transparent avec vous jusqu'à vendredi prochain pour avoir une réponse définitive. Mais pour l'instant, chacun essaie de nous envoyer le porte-parole. Je les refuse catégoriquement. Il n'y a pas de raison que le candidat ne puisse pas nous accorder ne serait-ce que 20, 25 minutes, une demi-heure, pour qu'il puisse répondre à nos questions. Puisqu'on en a à leur poser des questions, que ce soit à Valls, à Montebourg, à Benoît Hamon, à Sylvia Pinel, à De Rugy et à tous ceux qui se présentent. On a des questions à leur poser. Bon, écoutez, s'ils souhaitent pas y répondre, et encore une fois, voilà, c'est une question de préférence de médias et d'exposition, ces candidats. Moi, je m'étonne quand même toujours que chaque semaine, sur une radio qui fait à peine 0,1 d'audience, c'est-à-dire même pas 10 000 auditeurs, ils ont tout le gratin du gouvernement politique. Bon, ça m'étonnera toujours. On me dit que c'est normal, que c'est une question de lobby, etc. Bon. Ça m'étonnera toujours. Ceci étant, je renouvelle ouvertement et publiquement notre invitation aujourd'hui à tous les candidats qui se présentent à la primaire de la gauche, comme l'invitation sera lancée aussi à tous ceux qui se présenteront à l'élection présidentielle. On verra et on fera le décompte à la fin, à chacun de faire son choix. Tout de suite, les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, les coups de cœur de Jean-Marc et de Jamel. Mon cher Jean-Marc, tiens, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui, alors ça a été dit et redit, mais il est toujours bon de le répéter par différents auteurs. Aujourd'hui, c'est une interview qui a été réalisée de Le Point, qui a interviewé le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diané.
Alors, en fait, le sujet, c'était pourquoi l'islam interdit les attentats. Et il va avoir une approche très philosophique et religieuse, bien évidemment. Je dois dire que ce monsieur est surtout un philosophe et un professeur à l'université de Columbia aux États-Unis. Il est auteur de plusieurs livres de référence, notamment L'encre des savants, Réflexions de philosophie en Afrique. Et là, son dernier ouvrage, en fait, c'était l'occasion, Le bien et le mal, qui est en vente en kiosque pendant 2 mois. Donc, il est disponible et qui coûte 7,50 €. Donc, tout simplement, c'était pour vous inviter à vous intéresser aussi à la vision qu'a cet homme sur justement le problème qui se pose en mettant l'islam comme étant une religion qui encourage les attentats, qui fait partie intégrante des attentats, ce qui est totalement faux et il aborde aussi le rôle de la loi de la charia. Il aborde pas mal de sujets qui sont très intéressants et aussi la dichotomie entre ce qui est haram et halal, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Je vous invite à un petit peu lire ce livre. Ça s'appelle Le bien et le mal. Très bien. Aux éditions Les textes fondamentaux. Très bien. Voilà. Jamel. Moi, mon coup de cœur, c'est le Grand Maoulid de Paris qui s'organise samedi à l'espace Reuilly, donc métro Montgalais. Donc, c'est organisé par le Rassemblement Soufi de France. Il y aura des gens comme Tarek Abounour, Abdelhafid Benchouk, Younes Aberkan, Slimane Rizki, Ghaleb Benchir. Et je pense que c'est important dans le moment que nous sommes en train de vivre. Alors, il y a toujours ce fameux débat, est-ce que c'est une innovation ou pas ? Moi, ce débat-là m'enquiquine. Moi, aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, depuis au moins la dynastie des Ayyoubides, voilà, on honore une fois dans l'année l'amour que l'on porte envers le prophète de l'islam. C'est une personne fédératrice. Tous les courants de pensée se revendiquent de son exemple. Et et il est un petit peu regrettable d'avoir si peu de moments pour exprimer mon amour envers ce grand homme, cet homme qui normalement devrait, au nom de son amour, devrait créer de l'amour et de la fraternité entre musulmans, ce qui n'est malheureusement pas le cas. De la même manière que l'amour que l'on porte nous en tant que musulmans envers Jésus doit normalement créer du lien avec les chrétiens, et on entend encore certaines fatwas dans certains pays qu'on a cité pendant l'émission, qui refusent de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui, à un moment donné, fête l'anniversaire de fondateur de la dynastie, que je ne citerai pas, mais qu'on a déjà assez cité au cours de l'émission. Donc pour moi, c'est très important. Ne vous laissez pas embarquer par une propagande dans toutes les sociétés du Maghreb et dans les sociétés également d'Afrique subsaharienne. Nos ancêtres ont toujours fêté ce moment-là. C'est un moment fédérateur, un moment qui crée du lien, qui nous rappelle également l'exemplarité du prophète de l'islam et en quoi chaque jour nous devons nous inspirer. Ne laissons pas passer ces moments-là, ne laissons pas certains courants faire une OPA et nous interdire finalement d'exprimer un amour là où Dieu nous l'ordonne et là où le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous inspire. Merci beaucoup Jamel pour ce coup de cœur. Donc c'est samedi, ça se passe à l'espace Reuilly. L'espace Reuilly, voilà, donc Paris 12e, tarif 15 €. Il y a la possibilité de réserver sur le site de la. C'est quoi le site ? De la FNAC. Vous pouvez réserver directement. Donc c'est à l'occasion du Maouloud. Voilà, exprimez votre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas uniquement dans les polémiques, mais dans les moments fédérateurs comme celui-ci. Très bien, je tiens vraiment au nom de toute l'équipe des auditeurs qui écoutent cette radio, qui j'en suis sûr me rejoignent, vous remercier, un très grand merci à vous deux. Merci beaucoup pour faire une très très belle émission, Jamel Lamri. À très vite. À toi, le livre, il est en vente aussi, le livre sur Malek Benabi. Oui, sur Malek Benabi, il est en vente sur le site de la FNAC. Il est en vente sur l'espace culturel Leclerc et également les librairies Al-Bourak dans le 5e et dans le 11e. Voilà, le livre s'appelle Malek Benabi, une vie au service d'une pensée. Et je pense que au nom de Jean-Marc et moi, également, on voulait également toi aussi, Christophe, te remercier pour ton émission de qualité. Et avant d'inviter les autres, on n'a pas besoin des autres pour se valoriser. Nous-mêmes, on le fait déjà. Je t'avais dit tout à l'heure que j'étais un petit peu malade. Ouais, tu devais rester 1 heure. Et regarde, ton émission, je devais rester 1 heure. Ton émission, c'est un médicament en soi. Donc je pense que les auditeurs partagent mon avis. Tout à fait, je dis
dit que pas de bonnes émissions sans un bon animateur. Bon, merci beaucoup, monsieur Zébélus. À bientôt. Merci, messieurs. À bientôt aux éditeurs. Dans un instant, le papy de la radio Amar qui va arriver pour l'éphéméride, bien sûr, le sport, la télé, puis on écoutera donc cette parodie réalisée par un comédien américain en solidarité avec les femmes saoudiennes, et il met en ridicule en fait les arguments énoncés par les conservateurs pour par exemple interdire les femmes de conduire en Arabie Saoudite. Pour l'heure, 18h02. Bonne début de soirée à vous tous sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.